La direction chinoise est déterminée à ramener Taïwan sous son contrôle, mais son utilisation croissante de la pression militaire ces dernières années a suscité des craintes qu'elle puisse envahir l'île. Les navires de guerre et les avions chinois opèrent désormais autour de Taïwan, presque quotidiennement. Cependant, en tant que grande puissance, avec une influence diplomatique, économique et militaire substantielle, Pékin a toute une gamme d'autres options pour prendre l'île sans même avoir besoin de l'envahir. Limité en ressources naturelles, Taïwan est beaucoup plus dépendant du commerce que les autres nations. Ce graphique montre à quoi cela ressemble. Les cercles sont dimensionnés par le produit intérieur brut, et leur emplacement indique la valeur du commerce de chaque économie, en pourcentage du produit intérieur brut. Les États-Unis ont l'économie la plus résiliente. Ses importations et exportations ne représentent respectivement que 13,8% de son produit intérieur brut. La Grande-Bretagne se situe à 26 et 17% de son produit intérieur brut, tandis que l'Arabie Saoudite se situe à 23 et 33% de son produit intérieur brut. Taïwan, cependant, est à l'extrême fin. En 2022, les importations et les exportations ont représenté respectivement 61 et 69% de son produit intérieur brut. Seuls les Pays-Bas ont une économie plus axée sur le commerce. En comparaison, les importations et les exportations de la Chine ne représentent que 15 et 20% de son produit intérieur brut. Pire encore, Taïwan importe au moins 97% de son énergie de l'étranger, l'un des taux les plus élevés au monde. Le pétrole, le charbon et le gaz représentent 44, 29 et 20% de ses importations d'énergie. Cependant, ses stocks sont faibles. Taïwan n'a que 5 mois de réserve de pétrole brut, 1 mois de réserve de charbon et moins de 2 semaines de réserve de gaz naturel pour la production d'électricité. Ce n'est pas beaucoup sur quoi compter. Il est encore plus important de s'assurer que les gens ont assez de nourriture que d'avoir de l'électricité. Taïwan importe jusqu'à 70% de sa nourriture et sa dépendance a augmenté au fil des années, à mesure que le régime alimentaire des gens est devenu plus diversifié. Si les importations étaient à la coupée, les réserves alimentaires de Taïwan dureraient environ 12 mois. Donc, bien que la géographie de l'île lui donne des défenses naturelles, elle a aussi des inconvénients. Contrairement à l'Ukraine, Taïwan ne peut pas être réapprovisionné par voie bioterrestre. Aux yeux des décideurs politiques chinois, c'est une vulnérabilité qui vaut la peine d'être exploitée. En 2006, le manuel Sciences des campagnes, publié par l'Université de défense nationale de Chine, a soutenu que la manière la plus optimale de soumettre Taïwan est d'encercler l'île en utilisant de grandes formations de forces navales et aériennes pour couper les liens économiques et militaires de l'ennemi avec le monde extérieur. Il parle d'un blocus, conçu explicitement pour couper le commerce, l'énergie et autres ressources nécessaires pour soutenir l'économie de Taïwan et sa population de près de 24 millions de personnes. Si la Chine pouvait infliger suffisamment de douleur à Taïwan sur une période prolongée, elle pourrait forcer les Taïwanais à capituler. Après tout, une nation coupée de la mer est une nation qui manque d'air. La violence existe en nuances, de l'invisible à l'indéniable. La guerre en zone grise se situe à l'extrême de cette échelle. Supposons qu'un certain type d'incident se produise dans le détroit de Taïwan. Pékin pourrait utiliser cela pour instiguer un blocus en zone grise, sous le prétexte d'une mission humanitaire ou d'une opération de maintien de l'ordre. La Chine pourrait établir une zone de quarantaine qui couvre Taïwan et fixer de nouvelles conditions pour qui peut y entrer et en sortir. Le but de cela serait de contraindre les entreprises et les gouvernements à se soumettre aux conditions de la Chine, et ce faisant, à saper les revendications de souveraineté de Taïwan. De plus, contrairement à une invasion, un blocus en zone grise ne serait pas nécessairement interprété comme un acte de guerre. Ce dernier point est crucial. Si la garde côtière chinoise devait prendre la tête, au lieu de sa marine, l'Amérique aurait plus de mal à intervenir militairement qu'en cas d'invasion pure et simple. Ainsi, en cas de blocus, les navires de force de l'ordre et civils joueraient un rôle fondamental. La garde côtière de la Chine et sa milice maritime seraient parmi les plus importantes au monde. Si la Chine devait imposer un blocus, elle commencerait par annoncer publiquement une inspection douanière pour tous les navires de marchandises et pétroliers entrant à Taïwan.
La garde côtière chinoise serait autorisée à monter à bord des navires, à effectuer des inspections sur place et à interroger le personnel. Les entreprises côtes non conformes verraient leur accès au marché réduit. En surface, cette approche semblerait assez innocente. Il suffit de déposer les documents appropriés auprès des autorités chinoises à l'avance, et Taïwan est ouvert aux affaires. Pas de gros problème. Cependant, en se conformant, Taïwan perdrait effectivement sa souveraineté et glisserait vers une lente capitulation. La Chine n'aurait même pas besoin de sceller toute l'île pour atteindre son objectif. Réduire le commerce de Taïwan de 50% serait préjudiciable, surtout si la Chine devait arrêter toutes les importations de pétrole, de gaz et de charbon, ce qui entraînerait des pannes d'électricité sur toute l'île. Un manque de fournitures affaiblirait la volonté politique et la défense de Taïwan, compliquant la résistance. Pour aggraver les choses, Taïwan ne dispose que de quelques ports en eau profonde, et les forces chinoises les cibleraient en premier. Kaohsiung, par exemple, est le port le plus fréquenté de Taïwan. En 2022, environ 159 milliards de dollars de commerce sont entrés par le port, représentant 57% du commerce maritime de Taïwan. Keelung occupe la deuxième place avec 67,8 milliards de dollars. Taichung est troisième avec 21,7 milliards de dollars. Le port de Taipei est en quatrième place avec 20 milliards. Et Maliao est en cinquième place avec 9,5 milliards de dollars de commerce entrant et sortant. En cas de blocus, la Chine ciblerait d'abord ses ports. Sa garde côtière pourrait commencer à patrouiller dans les eaux avoisinantes et arrêter les navires qui ne respectent pas le nouveau régime douanier. La majeure partie de la garde côtière de la Chine se concentrerait sur Kaohsiung, car c'est le port le plus fréquenté. Il est probable que les navires chinois entreraient dans la zone contiguë de 24 000 nautiques de Taïwan, mais resteraient en dehors des 12 000 nautiques des mers territoriales. Cela aurait beaucoup de symbolisme. En franchissant la zone contiguë, Pékin enverrait un message indiquant qu'il ne reconnaît pas les revendications de Taïwan à ses frontières. Pendant ce temps, de plus petits contingents seraient déployés au large des côtes de Keelung, Taichung, Taipei et Maliao. Selon le niveau d'escalade, la Chine pourrait même déployer des navires sur la côte est juste pour encercler entièrement l'île. En soutien à sa garde côtière, la Chine pourrait également déployer des navires de pêche appartenant à l'administration de la sécurité maritime. Ils agiraient comme une milice maritime. La différence, cependant, est qu'ils ne seraient pas autorisés à monter à bord ou à inspecter des navires commerciaux. Leur objectif serait plutôt de combler les lacunes entre les contingents de la garde côtière. En ayant ces navires civils répartis de manière interchangeable à travers la zone de quarantaine, la conscience du domaine de Taïwan serait perturbée, ce qui rendrait plus difficile la contre-attaque des mouvements de la Chine. Plus loin en mer, la marine chinoise jouerait un rôle secondaire dans le blocus, mais elle déploierait néanmoins des groupes de combat de porte-avions et des groupes d'action de surface aux quatre coins de l'île. Ce déploiement naval serait massif, et la marine de l'Armée populaire de libération s'est précisément entraînée pour ce scénario lors d'exercices précédents. Chaque groupe comptait de 3 à 6 navires, y compris des destroyers, des frégates, des navires de soutien, des sous-marins, et même certains porte-avions. Tout en faisant respecter le blocus, les forces aériennes chinoises effectueraient continuellement des sorties d'avions habités et non habités autour de Taïwan. Encore une fois, ce sont des opérations que l'Armée populaire de libération a exercées à plusieurs reprises ces dernières années. Le but de ces formations navales et aériennes serait d'intimider les forces taïwanaises et de dissuader toute intervention étrangère. Si Taïwan répondait au blocus et utilisait la force cinétique pour cibler directement la garde côtière chinoise, cela donnerait à l'autre partie un prétexte pour escalader les tensions. Cela ouvrirait alors Taïwan à une guerre totale, qu'elle pourrait ne pas être en mesure de gagner. La garde côtière de la Chine est la plus grande du monde en termes de nombre de navires océaniques, et elle surpasse de loin son homologue taïwanaise en termes de qualité et de quantité. Cependant, pour calmer les protestations internationales, Pékin pourrait réduire le nombre d'inspections ou se concentrer strictement sur les navires appartenant à des Taïwanais. Les conditions seraient entièrement à la discrétion de Pékin. Très probablement en cas de blocus, la seule menace pourrait contraindre la plupart des compagnies de navigation à se conformer au nouveau régime douanier ou à retarder complètement les expéditions vers Taïwan.
En général, cependant, l'objectif de la Chine serait de contraindre la majorité des navires étrangers à se soumettre aux nouvelles réglementations, mais de le faire juste en dessous du seuil de conflit, qui pousserait les États-Unis et ses alliés à venir en aide à Taïwan. Supposons que le blocus par la garde côtière ne suffise pas à forcer Taïwan à céder. Dans ce cas, Pékin pourrait monter d'un cran dans l'escalade et faire diriger le blocus par sa marine. La composition ne changerait pas nécessairement cependant. La garde côtière et la milice maritime enverraient en train des navires supplémentaires le long de la zone de quarantaine de Taïwan, tandis que la marine de l'armée populaire de libération resterait bien derrière les deux forces. Après tout, amener des navires de guerre coûteux, apporter des missiles anti-navires côtiers de Taïwan ne servirait à rien. Ainsi, bien que la marine de l'armée populaire de libération prenne en charge le blocus, ces navires resteraient à environ 70 000 nautiques de la côte de Taïwan pour éviter les attaques. De cette distance, la marine établirait le contrôle maritime et fournirait un soutien en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ailleurs, la marine de l'armée populaire de libération intensifierait sa guerre en zone grise. Par exemple, les sous-marins chinois pourraient déployer secrètement des mines marines aux entrées des plus grands ports de Taïwan et des installations terminales d'énergie. Près de Kaohsiung se trouve le terminal gaz naturel liquéfié de Yongan, la principale installation gaz naturel liquéfié du pays. Des sites stratégiques, comme ceux-ci, seraient une cible légitime pour l'armée populaire de libération. Pékin pourrait, si besoin, alerter l'industrie maritime. Les navires de fret et les avions non autorisés entrant dans la zone de quarantaine seraient d'abord avertis, puis pris pour cible s'ils ne se conformaient pas. Dans ce cas, les taux d'assurance pour le transport régional augmenteraient, et les conglomérats de transport pourraient même arrêter complètement le trafic vers Taïwan. En même temps, la Chine pourrait établir une zone d'interdiction de vol non officielle au-dessus de la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. L'armée de l'air de la PLA et l'armée de l'air navale de la PLA chercheraient à établir une supériorité aérienne dans cette zone et à détourner les avions non autorisés qui enfreignent la zone d'interdiction de vol. La Chine pourrait même s'associer à la Russie et effectuer des patrouilles aériennes stratégiques conjointes au-dessus de la mer de Chine orientale. Ces patrouilles serviraient à dissuader le Japon et les forces américaines proches d'intervenir. De plus, en guise de démonstration de force, la force de fusée de l'Armée populaire de libération pourrait organiser ses propres exercices. Son arsenal de 1800 missiles conventionnels est l'un des plus grands au monde. Taïwan était bien à portée de ses armes. Mais dans une opération de blocus, ces missiles seraient prêts à dissuader l'intervention de forces extérieures. Pendant ce temps, depuis le continent, la Chine pourrait mener des cyberattaques visant les systèmes de communication et financiers de Taïwan dans le but d'isoler l'île du reste du monde. Ces efforts seraient en concert avec une campagne de désinformation destinée à semer la confusion et à inciter à l'agitation publique contre le gouvernement de Taïwan, ce qui pourrait également saper les appels à un soutien international. Contrôler le flux d'informations permettrait un blocus plus prolongé. Mais pour isoler efficacement Taïwan numériquement, Pékin devrait se tourner vers les fonds marins. Taïwan dépend de plus d'une douzaine de câbles sous-marins pour la majeure partie de son service internet. La Chine pourrait perturber ces lignes et laisser l'île dans le noir. En réponse, Taïwan pourrait passer à l'internet par satellite en orbite basse terrestre comme mesure de contingence. Il a récemment signé un contrat avec la société de satellites française Eutelsat pour fournir de l'internet par satellite dans le cas où son réseau de communication serait endommagé. Cependant, la bande passante serait trop faible pour une utilisation civile courante. Tout bien considéré, avec ses vastes ressources, la Chine pourrait paralyser Taïwan pendant des mois. Elle ferait probablement des pauses occasionnelles pour permettre des négociations. Ainsi, pour Pékin, un blocus serait préférable à la guerre, même s'il comporte une plus grande incertitude quant à la réaction de la communauté internationale. Mais la réaction de Taïwan ne doit pas être prise à la légère pour autant. Si elle fait preuve de résilience et reçoit d'une manière ou d'une autre de l'aide des États-Unis ou d'autres, la Chine pourrait avoir du mal à forcer l'île à capituler sans l'occuper de force. Bientôt, les choses pourraient très mal tourner. Taïwan a ses propres dents. Ainsi, le blocus pourrait dégénérer en une invasion,
et il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir comment cela se passerait. Une guerre de l'autre côté du détroit pourrait se transformer en une inondation chez nous. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyez sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps, et Sawal.